Salut à tous et bienvenue dans les Off de KO. Quatrième épisode, et oui, ça s'enchaîne très rapidement puisque les événements s'enchaînent également. Quatrième épisode où on va parler principalement de l'UFC 308. Ça aura lieu à Abu Dhabi ce samedi. Et pour ça, j'ai deux invités de très très haut niveau. J'ai envie de dire, bon, on a l'habitude. Monsieur Tahar Radvi. Salut Tahar, comment ça va? Salut Christian, super et toi? Tout va bien? Ouais, nickel. Top. On va parler de l'UFC 308 et on va parler aussi de quelques-unes des anecdotes que tu as avec des combattants qu'on connaît très très bien dans le monde du MMA qui sont assez à l'aise, on va dire, quand ils sont à Abu Dhabi et dans le Moyen-Orient. On a aussi la chance d'être avec un invité de marque, un entraîneur, l'entraîneur du numéro 4 des middleweight de l'UFC, l'entraîneur de Nassourdine Imavov, c'est Nicolas Haute. Salut Nicolas. Salut Christian. Merci beaucoup de prendre le temps de passer nous voir. Avec grand plaisir. On a voulu t'inviter parce que forcément un des combats les plus importants de cette soirée UFC 308, ce sera un combat de middleweight entre Robert Whittaker et Khamzat Chimaev. Tiens d'ailleurs, juste avant de rentrer de plein pied dans cette émission, on va remontrer assez rapidement la carte de cette UFC 308. Très très gros événement avec en main event la ceinture des poids plumes en jeu. Ilia Topuria qui fait sa première défense face à Max Holloway. En co-main event, je viens de le dire, Robert Whittaker face à Khamzat Chimaev, Leron Murphy contre Danny Gueux. On aura aussi Magomed Ankalaev contre Alexander Rakic, combat très intéressant dans la division light heavyweight. Et Shara Magomedov contre Armen Petrosyan en ouverture de main card. Nicolas, on parlait, on disait que tu étais l'entraîneur de Nassourdine Imavov. Déjà, comment va-t-il? Je sais qu'il était aux États-Unis ces dernières semaines. Pas seulement pour les vacances, il s'est un petit peu entraîné du côté de Los Angeles, il me semble. Non, du côté de Miami. En Floride, dans la team Cliff. Ouais. Je sais pas exactement. Kill Cliff, ouais, voilà, Kill Cliff. Donc avec des sparring de renom là-bas. Ouais. Voilà, l'idée c'est de tâter un petit peu le terrain, de voir un petit peu comment ça se passe là-bas, quel est le niveau des sparring, le niveau de l'opposition, comment lui match par rapport à tout ça. Et puis éventuellement de voir comment on peut travailler avec eux ou avec les sparring qu'il y a là-bas, etc., etc. Très bien. Je disais Los Angeles parce que j'ai vu sur le compte Instagram de Nassourdine Imavov qu'il est allé après à Los Angeles pour d'autres. C'est ça, il était à Los Angeles avant et il en a profité sur le chemin du retour pour s'arrêter à Miami et s'entraîner un petit peu là-bas. Très bien. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Nassourdine? Ça fait 1 an. Maintenant. 1 an et la collaboration. Beaucoup plus, Christian. Oui, beaucoup. En tant que head coach, 1 an. Voilà, un an en tant que head coach. Et après, dès qu'il est arrivé au MMA Factory, moi j'étais déjà dans l'équipe d'encadrant du MMA Factory. Et puis ensuite, on a commencé à travailler d'abord sur la nutrition, puis sur la préparation physique, et puis ensuite sur l'entraînement, beaucoup avant sa première entrée à l'UFC, son premier combat d'entrée à l'UFC. D'accord. Ouais. Très bien. Et du coup, travailler avec un tel athlète, un athlète en constante progression, qui a eu des petits coups de moins bien, c'est normal dans la vie de combattant. Travailler avec un athlète qui concrètement vise la ceinture de la catégorie poids moyen, qu'est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est une charge de travail quotidienne où vraiment tu te prends la tête clairement sur qu'est-ce que tu peux lui proposer à l'entraînement, quel type de sparring il faut ramener? Dis-nous tout sur qu'est-ce que c'est de gérer un tel athlète? Déjà c'est un énorme plaisir parce que c'est travailler avec le plus haut niveau qu'on peut trouver, un des plus hauts niveaux qu'on peut trouver dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui a des capacités d'adaptation pendant le combat qui sont phénoménales, capacité d'apprentissage, qui a un talent inné pour le combat, parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de talent. Et puis, bien sûr, en parallèle de ça, de ce plaisir, il y a aussi le cassage de tête, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup prêché pour des camps d'entraînement. C'est des discussions qu'on a eues énormément avec toute la team et son entourage sur est-ce qu'on garde les camps d'entraînement en France ou aux États-Unis. Donc, moi, j'ai beaucoup prêché pour garder les camps d'entraînement en France. Ouais. Mais quand tu prêches pour garder les camps d'entraînement en France, il faut ensuite proposer l'adversité nécessaire pendant les sparring. Et je dois avouer que ce n'est pas toujours facile de trouver des sparring volontaires. Volontaire et du niveau surtout, et puis qui ressemble d'un point de vue anatomique, morphologique. Je pense à Cannonier. Cannonier, c'est un mec qui fait 1m80 mais qui a quasiment 2 mètres d'allonge au niveau des bras. Donc pour trouver quelqu'un comme ça, c'est très compliqué. Je pense à Brendan Allen, quelqu'un qui fait 1m90, 90 kg, mais qui est très fort sur la soumission au sol, qui est très correct debout sur son pied-point. Et donc, en général, ce qu'on a fait, la stratégie qu'on a utilisée pour compenser à tous ces niveaux, c'est de prendre des spécialistes. Donc, on a été chercher des spécialistes du kickboxing, de la boxe anglaise,
du sol, de la lutte. Et en fait, on a assemblé des spécialistes, non pas pour affronter des mecs en MMA de son niveau, mais plutôt pour mixer plein de mecs qui, dans des compartiments très, très précis, sont plus forts que les mecs qu'on allait affronter. D'accord, bon. Malgré le fait que tu prêches pour des camps d'entraînement en France, tu l'as laissé quand même partir. Alors là, il n'est pas en préparation de combat, hein, mais pour voir, comme tu disais, pour voir autre chose, expérimenter d'autres choses, c'est très important, Tahar, pour un athlète d'éventuellement quitter un peu simplement l'environnement de la salle, par exemple. Ne pas voir les mêmes murs, Oui, ne pas bien voir sûr. les mêmes sparring, c'est très important. Bien sûr, ça permet tout simplement de découvrir aussi une autre méthodologie, une autre façon de travailler, des sparring que vous ne connaissez pas, donc forcément vous n'êtes pas à votre aise, vous êtes dans un endroit qui vous est totalement inconnu, donc tout ça fait en sorte que Nassour va sans cesse évoluer, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sparring. Donc forcément, c'est quelque chose, je pense, que tout combattant doit être amené à faire. Ouais. Et on parlait de la France avec Nassourdine Imavov, mais ça se fait aussi dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Moi, j'ai fait plusieurs fois des camps d'entraînement du côté du TriStar Gym à Montréal, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de croiser des Rashad Evans qui ont tout aux États-Unis, mais qui venaient pour faire leur camp d'entraînement du côté de Montréal parce qu'ils avaient ci ou ça à apprendre et qu'on faisait de mieux au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est assez commun chez les athlètes, et on le voit aussi très souvent avec certains athlètes qui vont s'entraîner du côté de la Thaïlande pour performer justement en kick. Donc chacun va chercher la technique, l'apprentissage là où il pense qu'il puisse trouver quelque chose de meilleur que ce qu'il a à la salle. Donc Nassour, ça ne m'étonne pas. Et après, moi, je réfléchis un peu plus que le simple côté technique. Je pense qu'aussi c'est le moyen d'intégrer le marché américain, de commencer à se faire connaître par les sparring, par les salles, par les différents entraîneurs, parce qu'il est au top de la ceinture. Et lorsque vous êtes au top de la ceinture, il n'y a pas que les performances sportives qui comptent. Il y a aussi l'aura que vous avez, à quel point vous pouvez être bankable. Et il faut, je pense, aller découvrir, aller se montrer et aller faire comprendre aux autres de l'autre côté de l'Atlantique qu'on existe aussi, parce que les Américains ne connaissent pas forcément le marché européen. Et même Nassourdine Imavov, il est aujourd'hui top 5, mais je suis quasi persuadé qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'Américains qui ne le connaissent pas, tout simplement parce qu'il est français. Ah, quand même, la dernière victoire face à Brendan Allen, je pense, a dû faire ça a dû remuer, mais c'est bien qu'il y aille. Aussi aux États-Unis, ça a dû faire du bruit en main event. Ouais. Je pense que ça a changé. Alors, pour Nassourdine, c'est aussi l'occasion. Loin de moi l'idée de me moquer de Nassourdine, évidemment, mais l'occasion de perfectionner un petit peu son anglais, puisque on sait que Nicolas, c'est vous qui assurez les traductions à chaque fois après les combats. Le travail que vous faites d'ailleurs très très bien. On revient sur l'UFC 308. Nicolas, il y a un combat sur lequel tu auras un œil un petit peu plus attentif, c'est celui de Chimaev face à Whittaker, pour deux raisons. Déjà parce que on est quand même quasiment sur une demi-finale des middleweight. Le vainqueur, a priori, aura droit à un title fight. En tout cas, c'est ce qui se murmure. Et surtout, tu connais très bien un des deux combattants, Khamzat Chimaev, est passé à la salle. Il faut que tu nous racontes ça. Ouais. En fait, on est à la salle. Il y a Khamzat qui vient. Moi, je suis au Venom un petit peu en avance. On a rendez-vous avec Nassour à 16h ou 17h. Et moi, je suis un petit peu en avance à la salle. Pour une séance d'entraînement qui était prévue. Pour une séance d'entraînement qui était prévue. Et il y a Khamzat qui passe, lui, pour un shooting photo, parce qu'il est sponsorisé par Venom. D'accord. Et donc, il passe et il signale le fait qu'il a envie de s'entraîner. Et donc, moi, je passe un coup de fil à Nassour et je lui dis, écoute, il y a Khamzat qui est à la salle, qui a envie de s'entraîner. Est-ce que ça te dirait de venir un petit peu plus tôt? Et il me dit, écoute, ouais, j'étais pas prêt, mais vas-y, je prends une douche et j'arrive. Okay. Et ça s'est fait comme ça? Et ça s'est fait comme ça. Et donc, il est arrivé, il a pris une douche, il a pris son sac, il est arrivé. et ce qui est fascinant avec Khamzat, on en parlera peut-être un peu plus longuement, mais ce qui est fascinant et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui mise sur son point fort. Khamzat, c'est quelqu'un qui lutte. Son point fort, c'est la lutte. Quand on lui pose la question en interview, qu'on lui dit comment ça va se passer si tu n'arrives pas à lutter, si tu n'arrives pas à amener au sol Whittaker, il dit pourquoi j'arriverai pas à l'amener au sol, j'ai emmené au sol tous mes adversaires. Donc c'est quelqu'un qui a un point fort, il est conscient de son point fort, il maximise son point fort, c'est-à-dire que dans tous ses combats, il va lutter dès les premières minutes du combat et il va amener au sol. On peut penser à Kamaru Usman, qui avait été amené au sol une seule fois dans sa carrière, et Khamzat l'a amené au sol directement d'entrée du combat avec une confiance en lui extraordinaire.
Et quand je l'ai vu ce jour-là à l'entraînement, donc on n'a pas fait un entraînement de MMA, on a fait un entraînement de lutte. D'accord. Mais il était avec quelques amis à lui, des combattants lutteurs, des Tchétchènes. Et l'entraînement qu'il faisait avant même que Nassour arrive, c'était déjà de l'entraînement de lutte. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Khamzat, il a été où? Il a été en Russie. Il a été prendre qui comme coach? Le coach de Satiev. Satiev, c'est un Russe, un Dagestanais qui est considéré comme le meilleur lutteur de tous les temps, 3 fois champion olympique, 6 fois champion du monde. Il a été prendre le coach de ce mec, donc un coach spécialisé dans la lutte. Il a été lutter. Et c'est ce qu'on a vu, encore une fois, ce jour-là, quand Nassour il est venu tourner avec lui, ils ont tourné en lutte. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît son point fort, il sait que c'est la lutte, il veut gommer ses points faibles, c'est-à-dire qu'il travaille sur son striking, mais il sait qu'il va s'imposer au travers de son point fort. Très bien. Alors, sans révéler, évidemment, ce qui s'est passé exactement lors de ce sparring, parce que ce qui n'était pas vraiment un sparring, ils ont tourné en lutte, tu viens de nous le dire. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu as vu de Khamzat qui t'a étonné? Alors, première chose, c'est les lutteurs, de manière générale, ils n'aiment pas se mettre sur le dos au sol. Tu vas pas avoir un lutteur. Et Khamzat, il avait cette confiance en lui de vas-y, je peux commencer dans des situations où je me mets en difficulté, je me mets sur le dos. En fait, cette confiance en lui de dire on se connaît pas, je vais pas essayer de prouver quelque chose contre toi, Nassour, aujourd'hui. Je vais juste tourner avec toi, je vais me mettre dans des situations qui sont difficiles, je vais me mettre dans des situations qui sont plus avantageuses pour moi. Et s'il y a des situations dans lesquelles j'y arrive pas et d'autres situations dans lesquelles j'y arrive, c'est pas grave parce que de toute façon, on est là pour s'entraider aujourd'hui. Et je trouve que finalement, faut avoir beaucoup de confiance en soi pour arriver dans une salle qui est pas la tienne, tourner avec quelqu'un que tu sais qu'il est fort, mais être capable de se mettre pas que dans des situations favorables, mais aussi dans des situations qui sont défavorables. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment le fait de vouloir se mettre dans des situations favorables. Moi, je pense que c'est un mec intelligent, Khamzat. Et je pense qu'il sait que Nassourdine est dans sa catégorie et qu'un jour ou l'autre, il va peut-être le croiser. Et donc, du coup, il se met dans des positions dans lesquelles on sait qu'il est moins bon. Et pour voir à quel point il pourrait sortir de cette position défavorable au cas où il venait à affronter Nassour dans le futur et s'il se retrouvait dans cette position. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment, et d'ailleurs tous, même Nassour réfléchit comme ça. Je pense qu'à un certain niveau, on ne réfléchit pas sur l'instant T, mais on réfléchit sur le long terme. Et donc oui, il vient, il sait très bien qu'il allait croiser Nassourdine, puisqu'ils se suivent sur les réseaux, etc. Donc il sait très bien qu'ils s'entraînent au Venom. Et il s'est dit, c'est peut-être le moment d'aller tâter le terrain, d'aller chercher les points forts et les points faibles de Nassour, parce que quoi qu'il arrive, si demain je suis champion ou que Nassour il est champion, on va devoir s'affronter. Peut-être pas maintenant parce qu'on va essayer d'esquiver, on a certaines affinités, mais plus tard, si l'un ou l'autre est champion, on va devoir se rouler dessus. Faut dire ce qui est. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre le très haut niveau et un certain niveau, on va dire, continental, etc., national. Je pense que vraiment, Khamzat a dû venir tâter le terrain et voir comment Nassour allait. Ça c'est très intéressant quand on est coach comme toi et que tu vois ton athlète évoluer sur une session comme celle-là face à Khamzat, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu glisses un mot à l'oreille de Nassour et dis écoute, montre pas trop, ça on l'a travaillé et tout, il ne faut pas qu'il soit forcément au courant que tu sais faire ça, ou plutôt montre-lui ça pour qu'il croit que... Honnêtement, même pas. Okay. Honnêtement, en fait, moi je suis quelqu'un En fait, je pense que je peux te donner mon game plan pour le combat. Et te battre quand même avec ce game plan. Parce que la réalité, c'est pas le fait que tu saches le game plan. La réalité, c'est combien de millions de fois, moi, j'ai répété mon game plan et je suis capable de l'appliquer contre toi. Et aujourd'hui, à haut niveau, Khamzat, si demain on l'affronte, on sait qu'il va lutter. Et on sait comment il va lutter. Demain, Whittaker, on sait comment il va combattre. Brendan Allen, on savait ce qu'il voulait faire. Donc, le truc, c'est pas de savoir, c'est à quel point tu es prêt à contrer. Et au contraire, moi, dans une situation comme ça, j'ai envie que Nas y tente, que Khamzat y tente, que moi j'ai tout ça en vidéo. D'accord, ok, non mais très bien. Que je puisse regarder tout ça tranquillement à la maison. Que je puisse regarder tout ça tranquillement à la maison et analyser tout ça au ralenti. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, on est dans les off de KO, on essaie de découvrir un petit peu l'envers du décor dans une salle quand il y a un tel sparring, parce que c'est quand même un sparring de très très haut niveau, il faut le rappeler aux personnes qui nous regardent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'entourage de Khamzat qui dit pas de caméra,
On fait ça à huis clos. En fait, ils savent que les vidéos, c'est des vidéos qui restent, tu vois, c'est des vidéos qui seront jamais montrées il y a une confiance. À personne. Donc à partir de ce moment-là, non, il y avait un climat de confiance. D'accord. Il y avait un climat d'échange même, ça échangeait, tiens tu peux faire ça, ouais mais quand tu fais ça je fais ça, et quand je fais ça, il y avait vraiment de l'échange. C'était un partage de connaissances. Il y avait vraiment un partage, bien sûr que quand ça tourne, mais il y avait du partage en dehors des moments où ça tournait, et non c'était un échange qui était honnêtement qui était très intéressant. Je pense que voilà, effectivement, si jamais les deux s'affrontent, ce sera le plus tard possible. Ouais. Je ne sais pas à quel point, c'est une question qu'on peut poser, mais je ne sais pas à quel point l'UFC aimerait que, à la fois Khamzat, c'est une superstar de l'UFC, ouais. Mais à la fois, il combat tellement peu souvent, il a tellement de désistements, il a tellement de blessures, il a tellement de difficultés à combattre, et il combat tellement que sur les cartes du Moyen-Orient. Je ne sais pas à quel point l'UFC aimerait que Khamzat soit le champion de la catégorie. Je ne sais pas. C'est vraiment un point d'interrogation pour moi. C'est intéressant, j'allais venir là-dessus puisque tu viens de le mettre en lumière. Il ne combat pas souvent. Dernier combat, c'était le 21 octobre 2023, il y a plus d'un an. C'était déjà au Moyen-Orient pour Khamzat. On sait qu'il a eu énormément de soucis de santé. Il a admis cette semaine avoir eu une dépression, ce qui est assez incroyable de la part d'un personnage comme Khamzat parce que, évidemment, quand on le voit parler en interview, quand on voit l'allure qu'il a, ce qu'il dégage quand il est dans la cage, impossible d'imaginer qu'un tel athlète ait des soucis mentaux. Est-ce que toi, tu estimes que c'est une bonne chose pour quelqu'un qui a une telle image, on sait qu'il a l'image du méchant, de se découvrir un petit peu, de montrer des faiblesses à l'adversaire déjà, à son futur adversaire, et même au public? Moi, je l'ai senti. Moi, j'ai eu l'impression, je l'ai senti un peu à menuis cette semaine. C'est-à-dire que l'aura qu'il pouvait dégager de tueur à gages, il disait voilà, je prends Cyril Gane, je prends Francis Ngannou, je peux prendre n'importe qui. Et là, j'ai senti un petit peu moins ce côté loup, agressif, animal, prédateur, ou même il instaurait un peu cette attitude de prédateur, même en dehors. Il n'y avait pas de sympathie dans les pesées, il n'y avait pas de sympathie dans les conférences de presse, il y avait vraiment ce truc-là. Et j'attends de voir à quel point ce côté qu'il a montré, cette fragilité qu'il a montré, est-ce que ça l'affaiblit dans la cage ou est-ce que ça l'affaiblit pas dans la cage et il reste aussi fort dans la cage. Alors, tu vas ajouter quelque chose? Non, mais je pense qu'on ne saura jamais. On sait ce qui se passe uniquement. La réalité du combat, en fait, elle se passe à l'intérieur de la cage et pas ailleurs. On peut tous avoir des mauvaises passes dans la vie. Regardez Francis Ngannou. C'est arrivé la semaine dernière, ça ne l'a pas empêché de terminer le combat en un round, alors qu'en face, c'était quand même l'un des meilleurs poids lourds de la planète. Donc, on ne sait pas vraiment. Moi, je pense que il a cette capacité de pouvoir compter sur sa lutte, comme le disait Nicolas. Il a cette capacité de pouvoir être dominant dans une spécificité bien particulière. Après, les combats qu'il va avoir au fur et à mesure de sa montée vers les sommets vont tous être plus durs les uns que les autres. Là, on arrive vraiment dans le très haut du tableau. Donc, chacun est en mesure de pouvoir rivaliser avec Khamzat selon les armes qu'il a en sa disposition. Donc je pense clairement qu'arriver à ce niveau-là, à ce niveau de compétition, c'est vraiment les détails qui vont faire la différence. Alors oui, effectivement, là, il dit devant tout le monde, devant les caméras, etc., que voilà, il a connu une mauvaise passe. Est-ce que ça va jouer sur le combat? Moi, je le vois aussi motivé, parce que s'il a réussi à passer ça, c'est que forcément, il a les épaules assez solides. Mais en face, ça reste quand même Whittaker. On va pas faire le combat, mais ça reste un adversaire extrêmement dangereux, le plus gros qu'il ait eu à affronter, ça sera Whittaker. Est-ce que c'est pas Whittaker, je la pose à vous deux cette question, un des plus beaux comebacks de l'histoire de la division middleweight? Il a été champion, il a perdu, et on sait de quelle manière il a perdu à 2 reprises face à Adesanya. Il perd contre Duplessis, et là on se dit que c'est terminé, concrètement, on se dit qu'il va reculer au classement. Mais il revient, il est encore là, et là s'il gagne, pour moi c'est title shot. Pour moi, c'est title shot assez rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Ouais, c'est un superbe comeback. C'est quelqu'un qui a été champion, ensuite qui a été le numéro 2, parce qu'il y avait Izzy devant, mais qui était le numéro 2 de la division. Et aujourd'hui, qui fait un comeback avec sa victoire contre Paulo Costa, avec sa victoire contre Aliskerov. Aujourd'hui, s'il bat Chimaev, c'est
c'est pour moi une victoire encore plus importante que les 2 autres victoires en termes de renommée, en tout cas, en termes de hype. C'est aussi prouver qu'il a la lutte défensive ou la capacité, on en reviendra dessus, parce que peut-être que la stratégie de Whittaker, c'est pas finalement tant de défendre la lutte, mais plutôt, moi j'ai regardé ses combats contre Romero, il est tombé de multiples fois. Par contre, sa capacité à se relever à partir du moment où il était tombé était très forte, notamment à se relever contre la cage. Donc peut-être que il va concéder le takedown, mais qu'une fois contre la cage, une fois au sol, il va être capable de se relever rapidement. Une stratégie un peu à la Volkanovski contre Makhachev. On va voir. Là, il va avoir quelqu'un de plus volumineux aussi, hein, parce que moi, je me rappelle de son combat contre Kamaru. C'était compliqué. À force de lutter à répétition, etc., avoir quelqu'un qui défendait bien la lutte, on a pu s'apercevoir que si le combat avait été plus loin que les 3 rounds, ça aurait été peut-être été plus compliqué pour Khamzat. Donc là, il a un bonhomme d'expérience, faut pas oublier. Hein, je crois Whittaker, c'est 21 ou 22 combats à l'UFC, je crois 17 victoires pour 4 ou 5 défaites, je ne sais plus exactement. Donc c'est vraiment un gros morceau qu'il va avoir en face de lui. Et moi je suis d'accord avec Nico, c'est vraiment la capacité de défendre qui va faire la différence. Comment Whittaker va réussir à contrer la lutte de Chimaev, et même s'il se retrouve au sol, du moment où il arrive à se relever, c'est là que ça va faire toute la différence, parce que Khamzat ne pourra pas lutter comme ça à répétition pendant 15 minutes, surtout face à quelqu'un d'aussi volumineux, d'aussi fort physiquement que lui. D'accord. C'est ça. Ça sera vraiment ça la différence. L'enjeu du combat, c'est ça. On a vu contre Burns que c'était déjà compliqué, alors que c'est vraiment pas le même physique. On a vu contre Ousmane aussi qui pouvait dominer dans un premier round, mais qu'après ça pouvait être physiquement plus compliqué. Là, pour la première fois, Khamzat, il affronte un vrai moins de 84 kilos, qui est un petit cube, quoi. Hein. Whittaker, il est costaud, qui a la capacité de se relever, qui avait intégré quand même l'équipe d'Australie en lutte. Oui, c'est vrai. Donc vraiment le profil Volkanovski contre Islam Makhachev, et qui aussi, il ne faut pas l'oublier, Whittaker, il préparait déjà ce combat au mois de mai dernier, quoi. Mai, juin. Il devait s'affronter en juin, effectivement, au mois de mai. C'est ça. Donc déjà, il préparait ce combat. Donc déjà, on peut estimer qu'il avait fait un gros camp sur la lutte. Ensuite, quand ce combat a été réannoncé, il a continué son camp. Donc là, il a eu des mois et des mois de préparation sur la lutte / l'anti-lutte. On va voir ce que ça va donner le jour du combat. Et Nassourdine, j'imagine aussi, regardera très attentivement ce combat-là. Est-ce qu'il a un pronostic? Est-ce qu'il vous en parlait éventuellement? J'imagine que vous êtes très observateur sur cette partie-là de la catégorie, le top 5, le top 1 et le champion, évidemment. On n'a pas parlé de pronostic là-dessus. En tout cas, la dernière fois qu'on en a parlé, je ne me souviens pas de ce qu'on avait dit dessus. Mais il faut savoir que nous, on avait beaucoup... Oui, nous, en l'occurrence, on avait beaucoup regardé Whittaker au moment où, justement, il y avait eu le désistement pour ce fight. On nous avait proposé le combat. Ah, ça vous avait été proposé? Ça nous avait été proposé. C'était juste après la victoire contre Cannonier. Ouais. Il me semble que c'était la semaine suivante ou 10 jours après. Donc, on nous avait proposé le combat. Risqué, nous, on avait accepté, mais forcément avec certaines conditions, parce que pour prendre un risque comme ça, il faut que les conditions de salaire et que les conditions de titre, etc., soient réunies. D'accord. Donc on avait beaucoup regardé le profil Whittaker. Très intéressant aussi à regarder, parce qu'on a un profil karaté, presque un peu à la Nassourdine Imavov dans le déplacement, très karaté, un énorme jab, une jambe arrière qui se lève très très bien, et puis une très bonne défense de lutte. Donc Whittaker aussi, c'est un profil qui est intéressant. Un adversaire potentiel pour Nassourdine à l'avenir. Donc, forcément, tout ça, je sais qu'en ce moment, une grosse partie de ton travail, c'est aussi l'observation. Donc, j'imagine que le combat de ce week-end, Chimaev-Whittaker, sera très intéressant pour toi, Nicolas. On va parler d'un autre combat que forcément, tu auras l'œil aussi dessus, Topuria-Holloway. Ça va être quelque chose d'assez fantastique. Je vais me tourner vers toi, Tahar, en premier. On est face à 2 strikers, 2 excellents boxeurs, a priori. Est-ce que tu as un favori dans ce duel? J'ai une idée, je te connais un petit peu, j'ai une idée, mais il faut que tu sois objectif. Non, je vais être objectif. Après, moi, c'est 2 combattants que j'apprécie beaucoup, que ce soit Topuria ou Holloway. Après, j'aime bien Holloway par rapport à sa boxe, cette capacité de pouvoir envoyer un certain nombre de coups à la minute qui est tout simplement incroyable. Cette précision qu'il a et cette agressivité qu'il a, la pression qu'il met dans tous ses combats, c'est un combattant spectaculaire, c'est ce que le public aime voir, c'est ce que j'aime voir. Je pense que tous les fans de MMA aiment voir Holloway combattre. On a pu le voir face à Gaethje récemment, c'était un combat d'anthologie. Après, Topuria, à mon sens, il est un petit peu plus complet qu'Holloway. C'est quelqu'un qui va pouvoir
striker, mais de manière assez différente, beaucoup de mouvements explosifs, beaucoup d'overhand, et qui va pouvoir mixer presque instantanément le striking avec la lutte et le sol. C'est un garçon qui est invaincu aussi, il ne faut pas l'oublier, il a 15-0. C'est deux générations qui sont un petit peu différentes, je crois 27-28 ans pour l'un et l'autre il atteint quasiment les 33-34, je ne sais pas exactement. Donc honnêtement, pour moi c'est compliqué à pronostiquer, mais au vu des qualités des uns et des autres, je pense que Topuria va gagner parce qu'il a plus d'armes. Il a vraiment beaucoup plus d'armes. Je pense qu'il peut mettre KO Holloway et on a pu le voir notamment face à Volkanovski. C'est le premier à avoir battu Volkanovski dans sa catégorie. Alors que Volkanovski, c'était considéré pendant longtemps comme étant le numéro 1 pound for pound. Et après, au sol, c'est quelqu'un qui a battu Brice Mitchell. Moi, il m'avait étonné parce qu'il avait battu Brice Mitchell, mais en le soumettant. Très répété au sol, effectivement. Donc, après l'avoir mis bien aussi quand même. Mais c'est le but du jeu. Il y a des combattants, avant d'aller vous tester dans votre domaine de prédilection, ils vont venir vous user. Ils vont essayer de vous tabasser tellement fort que votre capacité de soliste va tout simplement s'annihiler, disparaître. Comme on le dit très souvent, vous pouvez affronter un ceinture noire. Le premier coup en grand pound, vous passez marron. Le deuxième, vous allez devenir violette, et ainsi de suite. Mais voilà, je pense que quand vous regardez les deux profils, je pense que Topuria a beaucoup plus d'armes à proposer dans ce combat que Holloway. Alors, juste avant de t'entendre, Nicolas, sur ce combat, Alexander Volkanovski dit quelque chose de très intéressant, un sonore qu'on a passé dans notre émission KO, que vous pouvez revoir évidemment sur MyCanal. Il dit que le menton d'Holloway a déjà été testé, on sait qu'il peut résister au coup, celui de Topuria n'a pas été testé. Ça va être intéressant à voir. Aussi de voir comment Topuria répond à ce coup-là. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas ? Premièrement, il a un bon système défensif, Topuria, parce que c'est pas qu'il n'a pas affronté des boxeurs qui étaient bons, mais il est capable de faire une garde version un peu Philichel, avec un shoulder roll, avec un blocage d'épaule là. Un peu à la Mayweather, qui est très fort. Donc il n'a pas été touché, mais pas parce qu'on n'a pas envoyé de coups, mais parce qu'il a un très bon système défensif. Après, j'ai envie de rejoindre Tahar sur son analyse. C'est vrai qu'on a presque un passage de flambeau entre quelqu'un qui est en train de monter, qui n'a jamais perdu, qui est vraiment dans la force de l'âge, qui est très explosif, et en plus très complet. Et de l'autre côté, Max Holloway qui s'est amélioré dans le temps, je trouve, qui était déjà très fort avant, mais qui s'est amélioré dans le temps. Tu vois, il a fait preuve d'une certaine maturité dans son combat contre Justin Gaethje. Parce qu'il a réussi à faire un style où c'était pas que du volume, de la maturité folie, et folie. C'est ça, les deux en fait. Et de la maturité parce qu'il a réussi à construire un combat. C'était pas que du volume. Et de la folie parce qu'au dernier moment, il a été prêt à tout risquer pour le spectacle et le chaos de l'année. Et oui, si je dois pronostiquer, j'ai l'impression que c'est la puissance de Topuria, la précision, l'aspect complet de ce qu'il peut proposer va l'emporter. Maintenant, le cœur est avec Max Holloway dans ce combat. Forcément, je sais que le cœur de beaucoup de fans de sport de combat est avec Max Holloway qui est à l'UFC pareil depuis plus d'une dizaine d'années et qui est une légende de la catégorie des poids plumes. Juste un mot sur Ilia Topuria. Concrètement, on a l'impression que l'UFC veut en faire sa tête d'affiche. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil sur le Countdown. En fait, c'est un film qu'ils ont fait autour de lui. Ils ont fait un reportage pour Max Holloway, donc on est allé le voir dans sa salle et tout machin. Ils te mettent Ilia Topuria sur une piste d'atterrissage d'hélicoptère en train de faire son shadow. Il est chez lui dans une villa exceptionnelle. D'ailleurs, on peut reparler de ça à l'UFC qui apparemment loue les villas pour les fighters à l'occasion des countdowns. Ça, c'est encore autre chose, mais on pourrait éventuellement en parler. Mais en gros, l'UFC, j'ai l'impression, moi personnellement, que l'UFC a quand même envie que ce soit Ilia Topuria qui s'impose. Moi, je pense que oui. Je peux répondre parce que je t'ai vu regarder Nicolas, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir pénétrer le marché européen plus en profondeur, parce que généralement les numérotés, les UFC numérotés où ça vend beaucoup de pay-per-view, c'est très souvent la majeure partie du temps aux États-Unis. Bien sûr. Et je pense qu'on a commencé à tester un petit peu le système des pay-per-view avec l'Angleterre. Et avoir un champion espagnol, imaginez-vous remplir un Bernabéu pour un numéroté en Europe. Il le demande. Donc je pense que c'est aussi cette volonté de l'UFC de vouloir monter un Européen, de le mettre vraiment au rang de superstar et de créer un engouement autour de Topuria. Je pense que
businessment parlant, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Alors, effectivement, remplir le Bernabéu, on l'entend, 80 000 pour du MMA, ce serait mais gigantesque. En plus, il y a un toit maintenant. Ça se fera. Topuria, c'est quelqu'un qui est très très attractif. Oui, c'est vrai. En Espagne, il est énormément suivi. Tous les pays limitrophes. Et sans compter si vous déplacez des bus de Géorgie, vous pouvez regarder à chaque victoire de Dvalishvili, de Topuria, vous pouvez regarder dans les rues ce qui se passe. Topuria, c'est exceptionnel parce que c'est l'Espagne, effectivement, donc c'est l'Europe, c'est le Caucase parce que c'est la Géorgie, mais c'est aussi en même temps, c'est tout le marché latin. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier que l'espagnol, c'est la deuxième langue la plus parlée. Il y a des endroits où vous allez aux États-Unis, ça parle qu'espagnol, ça parle même pas anglais. Il ne faut pas oublier que c'est l'Amérique du Sud aussi. Donc c'est pas seulement l'Europe, c'est le Caucase et c'est l'Amérique dans son entièreté. Donc c'est énorme. Comme potentiel. Il a intérêt à se poser là. Il a raison aussi. Mais c'est vrai que c'est un point qu'il faut souligner. Hein. Il parle espagnol et l'espagnol, c'est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est un business. On le voit notamment avec les UFC Noche quand l'UFC met en avant le Mexique. C'est des cousins, quoi. C'est exactement la même chose. Donc Topuria, je pense qu'il a le profil. Il est extrêmement bon. Et il est très suivi. Et voilà, il a le profil pour devenir cette fameuse superstar que l'UFC attend de lui. Très bien, très bien. Voilà, on a fait à peu près le tour. En tout cas, c'est les deux gros combats de l'UFC 308. Et comme on est dans les offs de KO et qu'on a deux invités de marque qui se connaissent depuis le début, ils font un petit peu semblant de découvrir, mais ils se connaissent très bien. Vous vous entraînez ensemble, et ça depuis un bon bout de temps. Parlez-moi de votre relation. Je vais commencer par toi, Tahar. Déjà, d'où vous vous connaissez, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une relation plutôt, quand même, on va dire amicale. On ne va pas aller plus loin. Entraînant. D'accord. Non, Nico, ça remonte il y a très longtemps. On s'est reconnus à l'époque du MMA Factory et même un petit peu avant, parce que le milieu du MMA, c'est un milieu qui est quand même assez fermé, assez restreint. On se connaît tous plus ou moins bien. Donc voilà, on s'est rencontrés au MMA Factory. À l'époque, il était d'ailleurs combattant, il n'était même pas entraîneur ni quoi que ce soit. Et après, de par ses études, etc., il a dévié, il est passé de combattant à préparateur physique, nutritionniste. Aujourd'hui, il est entraîneur et c'est la voie qu'il a choisie, tout simplement parce qu'il se sentait mieux là-dedans. Après, moi, j'ai quitté un peu plus tôt le MMA Factory, mais ça ne m'a pas empêché de garder toujours des bonnes relations avec lui et d'autres. Et au final, il a suivi un petit peu le même chemin que moi. Il s'est retrouvé un petit peu SDF de salle. Et on s'est retrouvé du côté du Mamoudi Gym où il est venu et il a négocié avec les patrons de la salle pour obtenir des créneaux pour pouvoir exercer tout simplement. Okay. Et voilà, il a sa team. Je m'entraîne avec lui aussi pour les cours de MMA du côté du Mamoudi Gym, lundi, mercredi, vendredi. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a beaucoup de talent, je trouve, pour vous faire progresser, mais dans tous les domaines, pas que sur l'aspect technique, pas que sur l'aspect sportif. Il est vraiment fort aussi en prépa physique, en nutrition, etc. Donc c'est un 3 ans, non si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça aussi que Nassour l'a choisi. Hein, donc voilà. Et voilà, sinon on a toujours eu des relations très cordiales. Et là, depuis 2 ans maintenant, il me semble, 2-3 ans, on s'est vraiment retrouvés au sein du Mamoudi Gym. Mais moi, je suis plus à la retraite qu'autre chose. Donc, il ne me voyait pas très souvent. Je passe d'un combat à une période de pause assez, vraiment à la retraite, assez exagérée. Mais quand je reviens, voilà, c'est lui que je trouve. C'est lui que je trouve. Et je vais là parce que j'ai confiance en ses compétences. Donc, c'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, Nicolas, question droit dans les yeux. À quel point est-ce que c'est chiant de coacher Tahar Adbi? Oh non. Dis-nous tout. Il faut le dire, il faut tout nous dire. Non, Tahar, il est super facile à... Tahar, il est super facile. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut être compliqué avec un combattant qui a de l'expérience comme Tahar? Ce qui peut être compliqué, c'est quelqu'un qui vient et qui veut imposer... sa façon de faire, ou ses méthodes, qui a ses habitudes, mais inchangeable, quoi. En fait, qui vient pas pour apprendre, qui vient juste pour... Et Tahar, c'est pas du tout son cas. Je pense que je t'entends jamais râler, quoi. Il vient, je dis c'est ça le thème, et il fait.
Et après, quand je lui dis, mais tu prépares un truc, tu prépares pas un truc. Donc quand il prépare un truc, il me dit, là, Nico, ça y est, j'ai une date. Ça y est, je prépare un truc. Je lui dis, OK, le gars, il est comment? Je lui dis, est-ce qu'on va plus vers ça, voilà, pour adapter pour lui. Mais vraiment, sinon, je pense que même si je demandais pas, je pense qu'il ferait le cours sans même. C'est très facile. Très, très, très facile. Très bien, très bien. Bah, on s'adapte. Hein. Non, mais vraiment, moi, je suis toujours Moi, je suis un peu de la vieille école. Vous savez, il y a une hiérarchie dans une salle. On écoute le coach. Peu importe l'expérience que vous avez, peu importe le temps que vous avez passé en tant que combattant de MMA, lorsque vous arrivez dans une salle, il y a un coach, il y a un head coach. C'est lui qui gère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous arrivez dans la salle, peu importe qui vous êtes, vous avez ce respect à lui donner. Et vous avez cette oreille à tendre parce que vous êtes là en tant qu'athlète et vous n'êtes pas là en tant que coach ou autre. Je ne suis pas ce genre de personne à venir vouloir m'imposer, à dire non, ok, on ne fait pas ça comme ça ou si comme ça, ou tu devrais faire ça comme ci ou non. Ouais. C'est pas mon boulot. C'est vraiment pas mon boulot. Au Mamouji, on m'a déjà proposé de coacher, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Moi, je suis vraiment concentré sur la partie fight et c'est Nico le boss à la salle. Et je pense que tout le monde est pareil. Lorsque vous arrivez dans une salle, il y a un head coach, il y a une hiérarchie, vous respectez cette hiérarchie. Un petit mot, Nicolas, toi, sur la transition que tu as eu à faire entre ta vie de combattant et ta carrière de combattant et le fait de devenir ensuite nutritionniste et ensuite head coach. À quel point est-ce que c'est difficile quand tu as été combattant à plutôt très très haut niveau d'ensuite adopter ce rôle de celui qui transmet? C'est pas toujours facile, surtout quand on est éventuellement encore à l'âge où on pourrait combattre, on pourrait affronter certains de ses élèves. Comment est-ce qu'on fait ce switch mental de se dire maintenant ça y est, la vie de combattant c'est plus pour moi, je vais transmettre? Déjà, la première réponse à cette question, c'est que le switch, c'est-à-dire que quand je combattais, je coachais déjà. D'accord. Quand je combattais, j'étais déjà coach, j'étais déjà préparateur physique, j'enseignais déjà au Krebs Île-de-France sur la méthodologie de l'entraînement, etc. Donc, c'est des fonctions que j'avais déjà. Donc, si tu veux, c'est juste la passation, en fait, c'était un rapport de temps que tu passes à t'entraîner versus de temps que tu passes à entraîner les autres. C'était plus un flux comme ça. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y avait un avenir, entre guillemets, pour les combattants à l'époque où je combattais. Je dis à l'époque comme si c'était très loin. C'est pas très loin. Je parle de 2017-2018. C'est pas très loin, mais en même temps, c'est très loin. C'est très loin. Parce que moi, quand j'ai combattu au Cage Warrior, par exemple, j'ai combattu pour 300 €. Wow. Aujourd'hui, les amateurs gagnent beaucoup plus que ça. À l'époque, on parlait de mecs qui combattaient pour des ceintures du Cage Warrior, qui était la plus grosse organisation européenne, pour 2000 €. Est-ce que tu peux répéter déjà ce que tu as pris toi au Cage Warriors et ensuite je dis 300, je sais pas si c'est pas 200. Wow. Mais pour que les gens se rendent bien compte. C'est vrai que c'était violent. Non, mais t'es arrivé le jour de la pesée. L'avion, il arrivait le jour où tu te pesais. On t'avait appelé une semaine avant. Moi, quand j'ai combattu au Cage Warrior, j'étais prévu à 66 kilos. Une semaine avant, je passe à la salle. Fernand, il me dit finalement, ce sera 70 kilos. Wow. C'est des trucs, non, ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais. Mais nous, en fait, je dis pas ça pour m'en plaindre, pas du tout. C'était les conditions dans lesquelles on combattait. Pour nous, c'était la normalité. Tu veux combattre, il faut que tu ailles à l'étranger. Ça va se passer comme ça. Tu vas être la proie là-bas, tu vas pas être le king, tu vas pas gagner d'argent. Voilà, tout ça. Et donc, j'étais dans un contexte où le choix, il était entre gagner de l'argent à faire d'autres choses ou gagner de l'argent à faire du combat et prendre beaucoup de temps, etc. Et en plus, ce que je dis souvent, ça fait rigoler un peu quand je dis ça, mais pour moi, c'est la réalité. Je sais que je n'avais pas le talent pour être quelqu'un de très haut niveau. J'étais un bon combattant. C'est pas facile de se l'avouer, ça. Ouais, j'étais un bon combattant moyen. Je n'avais pas le talent pour aller au plus haut niveau. Et donc, dans ce contexte-là, le contexte de la pénurie de combat qu'on avait aussi, ça aussi, il faut le rappeler. Il n'y avait pas comme là des shows tout le temps. C'est-à-dire que quand tu combattais, t'attendais des mois. Moi, je me rappelle d'une phase où Samir Feydine, il a attendu 1 an et demi pour combattre. Ouais. 1 an et demi où tu te prépares, où tu t'entraînes allez, on va dire au bas mot, 8 fois par semaine. Pour qu'on te propose un combat, pour que ce soit annulé, pour qu'on te propose un combat, pour que ce soit annulé, et au bout d'un an et demi, 2 ans, tu combats. Et ça, c'était notre quotidien. Ça, c'est la réalité de notre quotidien de l'époque. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai choisi d'accentuer le coaching versus le côté combattant.
J'aurais été dans le contexte actuel, ça aurait peut-être été différent. Non, bien sûr. Parce que les perspectives financières, les perspectives de croissance économique, de croissance en termes de renommée, etc., elles sont beaucoup plus importantes. Et donc, le contexte favorise ou pas la prise des décisions. Très bien, très bien. Très intéressant en tout cas d'avoir toutes ces informations-là et ça rappelle aux jeunes combattants qui découvrent peut-être le MMA, hein, qui veulent s'inscrire dans des clubs et ça leur rappelle que le MMA entre guillemets à l'ancienne, parce que c'était pas il y a pas si longtemps, hein, Ils ont de la chance aujourd'hui. certains ont beaucoup de chance effectivement. Beaucoup de chance. Ils sont avec la cuillère dans la bouche là. Ah, vraiment, ils peuvent combattre quand ils veulent. Il y a un circuit amateur qui s'est fait. Ça n'existait pas de notre temps. Ouais, effectivement. C'est incroyable les conditions dans lesquelles les combattants français combattent en France aujourd'hui. Ouais. Moi, quand je Il y a coach, beaucoup d'organisations. même dans ce qu'on appelle des petites organisations ou des moyennes organisations, mais les conditions sont extrêmement bonnes. Extrêmement bonnes. Ouais, très intéressant, très intéressant. Alors, on va terminer ces offs de KO avec l'anecdote de Monsieur Tahar Radby. tu vas tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Moi, je veux que tu me parles. on va retourner à Abu Dhabi. Tu as combattu plusieurs fois dans le Moyen-Orient, Bahreïn, Abu Dhabi aussi, Dubaï. Voilà. Moi, je veux savoir quand tu croises la fameuse team Khabib Nurmagomedov, lui et toute son équipe, je ne sais pas combien ils sont et tout machin, mais beaucoup. Quand tu les croises. Quand je les croise avant ou après le combat? Alors justement, les deux, il faut que tu me dises les deux. Avant le combat, a priori, très sérieux. Voilà, ça fait le travail et tout. Mais moi, j'ai aussi, surtout, j'ai envie que tu mettes l'accent sur l'après. Avant le combat, tu les croises pas souvent. Ils sont très reclus, très ensemble. Ils discutent pas avec beaucoup de gens. Ils sont vraiment en mode très, très famille. Tu as du mal à les approcher. Après le combat, c'est autre chose. Après le combat, c'est plus libre, c'est plus cool. Tu vois les burgers arriver. C'est différent. Il n'y a rien de très spécial en fait. Il n'y a vraiment rien de très spécial, hormis qu'ils sont vraiment très très soudés, très solidaires les uns des autres. Et ils laissent très peu les personnes de l'extérieur venir s'immiscer dans leur petite vie. Après, moi, si tu veux des anecdotes, il y a des choses qui m'ont vraiment marqué sur eux. C'est qu'en fait, ils vivent le combat tellement naturellement. En fait, ils s'entraînent depuis tellement longtemps, depuis qu'ils sont petits, que le jour du fight, ça paraît presque comme une récréation. Il n'y a même pas d'échauffement, il n'y a rien. Moi, je me rappelle où je devais combattre à Abu Dhabi, on était dans la même salle d'échauffement. Donc moi, j'étais en train de faire monter mon cœur, etc. Tu connais Nico, je m'entraîne, je m'échauffe, etc. Et non, eux, en fait, ils étaient tous assis les uns à côté des autres, déjà bien prêts, en train de discuter. Et quand on venait les appeler pour le dire, allez, toi tu combats, c'est ton tour, tu les vois se lever et ils vont combattre. Tu les vois se lever et ils vont combattre. C'est genre limite, sans forcément d'émotion. Sans échauffement, sans rien du tout. Et le pire, c'est qu'ils allaient et ils tabassaient tout le monde à chaque fois. Après, oui, c'est souvent ça, ouais. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et après, il y avait Khabib aussi que j'ai croisé à plusieurs reprises, Islam Makhachev aussi. Je te coupe un instant, Tahar, je suis désolé, mais tu parlais des burgers qui arrivent. Moi, j'ai besoin que tu m'entendes. Le monde veut savoir. Tahar Radby a vu pas une petite quantité de burgers, beaucoup de burgers arriver à la table d'un Khabib. Mais ça touche tout le monde. En fait, le souci, je me permets de te couper, c'est ça choque pas mal de monde de voir de si grands athlètes avoir un régime alimentaire post-combat aussi pourri, quoi. C'est la privation qui veut ça. Vous savez, lorsque vous vous entraînez, que vous préparez un camp d'entraînement, c'est beaucoup de sacrifices. C'est 8 semaines à temps plein où vous ne comptez pas vos heures. C'est extrêmement dur de faire un camp d'entraînement lorsque vous allez à la salle. C'est pas pour rigoler, c'est pas pour passer du bon temps ni du plaisir. Et ajouter à cela la perte de poids. Vous devez vous restreindre aussi avec le côté alimentaire. Donc forcément, lorsque vous êtes libéré, il y a tout qui passe. Et c'est les trucs les plus dégueulasses que vous avez envie de manger. Et moi, j'en ai plein d'autres, des anecdotes comme ça. C'est avant la pesée, on est là, on regarde ce qu'on va et après, on est déjà en train de chercher, on salive. On est en train de chercher les meilleurs endroits de la ville, les meilleurs restos où vous voulez aller manger. Et du coup, je pense que c'est un phénomène qui touche tous les combattants. Il n'y a personne. Voilà, Nicolas, toi, tu as été témoin de choses. C'est universel. C'est-à-dire que si tu regardes la loupe là, sur Instagram, les recommandations d'un combattant la semaine du combat, il a que des adresses. Le feed, c'est que de la bouffe. C'est que de la bouffe. Le feed, c'est que de la bouffe. Et voilà, et un jour, moi, je te parlais de ça, les burgers, parce que j'étais assis. C'est la normalité.
J'attendais tout simplement, j'étais dans le hall de l'hôtel et j'attendais ma livraison. Oui, toi aussi, t'attendais ton burger. J'attendais mon burger et là je vois pareil, hein, un Uber qui arrive et c'est pas 1, 2, 3, 4 sacs. T'avais l'impression qu'ils étaient partis faire du shopping, les mecs. Il y avait, sans mentir, peut-être une quinzaine, vingtaine de sacs. Quinzaine de sacs remplis. Ils sont venus à 3 pour ramener les burgers à Sachi, mais le mec, il est arrivé, il les a pris, il les monte dans leur chambre et ils mangent. Et toujours avec Khabib en mode un peu le parrain. Toujours, c'est un petit peu le boss. Il a remplacé un peu son père. Ouais. Ça reste voilà un petit peu la figure de ce MMA dagestanais, de ce MMA russe. Il fait partie des plus grands combattants. Moi, je pense que je classe Fedor et Khabib en termes de notoriété côté russe. Ah, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Après, c'est la relève de son père, tout simplement. Donc tout le monde le respecte, même au Moyen-Orient, les cheikhs, les princes, etc. Ils sont très très proches et c'est le boss, le big boss. Exactement. Très belle conclusion de ce podcast. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Tu es le bienvenu quand tu veux dans les off de KO pour nous révéler peut-être le prochain game plan de Nassour Imavov pour son prochain combat. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées dans les off de KO. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode. On se revoit dans quelques petites semaines pour un nouvel épisode des off de KO.